Ce soir à l'émission, dossier Stablex, Blainville dévoile les résultats de sa campagne d'échantillonnage. Pas de risque pour la population. Pour ce qui est des sols, les résultats d'analyse respectent les normes de protection des sols du ministère de l'Environnement. Le président de l'UMQ en tournée dans la région, mobilité et fiscalité à l'agenda. On n'est pas dans l'annonce d'un nouveau parc ou de nouvelle aréna, on est dans le maintien de ce qu'on a présentement. Et Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache lance un circuit numérique. Et ça, sa mission, c'est de mettre en valeur le patrimoine du quartier ici. En entrevue, je reçois Marilyn Després-Heinz-Penner qui nous parle du 11e rendez-vous Conservation Laurentide. De plus en plus de gens veulent contribuer et contribuent à rendre le territoire plus résilient, à augmenter l'accès à la nature. De son côté, Laurence Bourgeois nous fait des suggestions de cadeaux en provenance du Centre de création Boisbriand. Des spectacles, ça peut toujours être que des belles idées à offrir. Enfin, Dorana Aguirre-Bissonnette nous parle des spectacles à venir à l'Hurlu. Le temps des fêtes à l'Hurlu, ça grouille de partout, de tous les bords, de tous les côtés. Bienvenue à Accès local. Jeudi 18 décembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, on commence avec un suivi du dossier Stablex. Cet automne, la mairesse de Blainville, Lisa Poulin, avait annoncé la décision de son administration de faire sa propre campagne d'échantillonnage autour du site de l'entreprise des installations de Stablex. Ça a été fait et Blainville vient de dévoiler les résultats. Oui Claude, donc c'est une démarche que de nombreux citoyens et des groupes environnementaux demandaient à la mairesse d'entreprendre. C'est la firme Solmatec, embauchée par les procureurs de la ville, qui a effectué des échantillonnages d'eau de surface et de sol à 11 emplacements aux alentours des terrains de Stablex. Le rapport d'échantillonnage conclut qu'il n'y a pas de risque pour la population. Pour ce qui est des sols, les résultats d'analyse respectent les normes de protection des sols du ministère de l'Environnement. Du côté de l'eau de surface, les résultats sont aussi tous conformes aux critères du ministère, sauf pour un endroit précis qui se trouve près du boulevard Céloron. On y aurait trouvé des fortes concentrations de substances pouvant provenir de produits pétroliers ou alors de décomposition organique. La ville assure que ça ne représente aucun danger pour la population, mais elle demande au ministère de pousser ces analyses. Oui, Clara, cette initiative-là avait été motivée par ce que Blainville appelait de l'inaction de la part du gouvernement. Oui, tout à fait. Mme Poulin accusait le ministre de l'époque, Benoît Charette, de ne pas encore avoir mené sa campagne d'échantillonnage prévue autour du site, malgré son engagement auprès de la population. Le cabinet du ministre avait rétorqué que la campagne avait bien eu lieu, mais que les résultats seraient publics cet automne. On les attend toujours. Plus tôt cette semaine, Mme Poulin a rencontré le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, en compagnie d'autres dignitaires. Selon le communiqué de la ville de Blainville, la mairesse aurait réitéré les préoccupations des citoyens par rapport aux activités de Stablex et aurait aussi rappelé la responsabilité du ministère dans l'encadrement de l'entreprise. Le ministre Drainville aurait été réceptif. Alors, les résultats de cette campagne d'échantillonnage sont maintenant disponibles sur le site Internet de la ville de Blainville. Très bien. On change de sujet. Le président de l'Union des municipalités du Québec vient de commencer sa tournée provinciale. Il s'est arrêté dans les Basses-Laurentides. C'était hier. Oui, Guillaume Tremblay, qui est maire de Mascouche et président de l'UMQ, après avoir débuté sa tournée en Outaouais plus tôt cette semaine, était de passage à Saint-Colomban hier où il a rencontré une cinquantaine d'élus de la région. Ça a été l'occasion de discuter de plusieurs réalités régionales qui touchent les Laurentides, notamment la mobilité et la fiscalité municipale. Ce sont des sujets qui font écho à la stratégie de développement économique et industriel des Laurentides qui a été adoptée plus tôt cette semaine. On peut écouter à ce sujet Xavier-Antoine Lalande, qui est maire de Saint-Colomban, préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord et administrateur de l'UMQ. La mobilité, c'est un frein pour le développement, pour la croissance régionale des Laurentides. Donc, la capacité de se déplacer d'un territoire à l'autre, ça ralentit actuellement le potentiel régional. Et pour ce qui est de la fiscalité municipale, quelles sont les principales demandes? D'accorder un meilleur financement pour les infrastructures. En ce moment, ce qui est déploré par les représentants des municipalités, c'est les coûts supplémentaires qui s'ajoutent lors de la mise en place des normes gouvernementales en infrastructure. On écoute à ce sujet M. Tremblay.
Malgré que les coûts explosent de façon phénoménale, la portion du gouvernement qui vient nous aider diminue. Donc, pour nous, c'est un non-sens. Puis, vous le voyez, là, on a une réalité à travers les villes du Québec. Nos tuyaux ont vraiment besoin d'amour. On n'est pas dans l'annonce d'un nouveau parc ou de nouvelle aréna. On est dans le maintien de ce qu'on a présentement. Puis ça, pour nous, clairement, il faut mettre massivement des sommes. C'est 8,5 milliards de dollars qui dorment présentement dans les coffres à Ottawa parce qu'il n'y a pas d'entente entre le Québec et le Canada. Les autres provinces canadiennes, l'argent, elle est pratiquement déjà dépensé. Voilà, Claude, donc la tournée se poursuit pour M. Tremblay et son équipe dans la Naudière la semaine prochaine. Cette tournée sous le thème Nouveau départ arrive juste avant donc la campagne électorale pour les élections provinciales qui auront lieu l'automne prochain. On écoute à ce propos M. Lalonde. La prochaine année qui est en cours, elle est cruciale pour faire des gains ou à tout le moins faire des demandes auprès du gouvernement du Québec. On est dans un cadre de gouvernement de proximité. Je pense qu'il y a une recherche d'autonomie, il y a une recherche de solutions, mais il faut aussi se donner les moyens, puis aller chercher les moyens pour nous permettre d'arrimer finalement les attentes de la population auprès de ce qu'une ville est capable d'offrir. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de patrimoine. À plus tard, Claude. La mairesse de Mirabel, Roxane Terrien, a été élue présidente du comité consultatif agricole de la communauté métropolitaine de Montréal. Madame Terrien y a été désignée par ses pairs de la table des préfets et élus de la Couronne Nord. Il s'agit d'un mandat de 4 ans. Selon Madame Terrien, de nombreux enjeux touchent actuellement le milieu agricole, tels la relève, la main-d'œuvre et les travailleurs étrangers, la protection des terres agricoles, l'environnement et la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Le Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban a accueilli la 12e cérémonie annuelle de remise des bourses d'élite sportive le 16 décembre dernier. Pour l'occasion, le conseil municipal a honoré 40 jeunes athlètes de moins de 17 ans qui se sont distingués sur les scènes provinciales, nationales et internationales en 2025. Des bourses totalisant 10 700 $ ont été distribuées afin de soutenir la relève sportive et d'encourager la détermination et la persévérance. De plus, les récipiendaires ont pu assister à une conférence du golfeur Guillaume Paquette. La nature est assurément notre meilleur allié face au changement climatique. L'organisme Éco-Corridor Laurentien en est à ce point convaincu qu'il en a fait le thème de son 11e rendez-vous Conservation Laurentide, tenu à la fin du mois de novembre. J'en discute avec Marilyn Després-Heinz-Penner, directrice générale de cet organisme voué à la conservation des milieux naturels. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, c'est un événement qui s'est tenu à Saint-Jérôme, auquel participaient une centaine de personnes qui provenaient de tous les milieux écologiques, environnementaux, mais aussi des villes et de certains ministères. Ce qui nous fait dire que le message que vous portez obtient une adhésion de plus en plus grande. Est-ce que c'est la bonne lecture à faire? Oui, tout à fait. Il y a vraiment un mouvement dans les Laurentides. De plus en plus de gens veulent contribuer et contribuent à rendre le territoire plus résilient, à augmenter l'accès à la nature, à la protection de la biodiversité. Puis on a pu le voir vraiment à travers cet événement-là. D'accord. Vous êtes biologiste, vous êtes détentrice d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Alors dites-moi, faire de la nature un allié face au changement climatique, comment ça résonne dans votre esprit, ça? Ben, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Ouais. Les solutions fondées sur la nature, c'est tout ce qui est protection, restauration, gestion durable des écosystèmes. Puis ça permet à la fois de répondre à la crise climatique, mais aussi à la crise de la biodiversité, puis à toutes les crises sociales auxquelles on fait face. Ouais. Donc, c'est vraiment des solutions. On utilise la nature comme allié pour répondre aux crises sociétales auxquelles on fait face en ce moment. D'accord. Le mot-clé qui revient souvent, à mon sens, en fait, c'est le mot qu'on entend de plus en plus dans le grand public, là, sûrement que dans votre milieu, il est là depuis longtemps, mais c'est la connectivité. On l'entend de plus en plus, je vous disais, c'est au cœur de votre mission, ça. Expliquez-nous ce que c'est et pourquoi c'est si important. Ben, vous savez, comme les humains, les animaux, la flore, la faune ont besoin de se déplacer pour se nourrir, pour se reproduire, pour socialiser avec d'autres individus. Donc, il y a ce qu'on appelle la connectivité écologique, c'est de mettre en place des corridors écologiques pour relier les grands espaces naturels, un peu comme nos maisons, puis nos autoroutes, nos routes. On se traverse, on utilise des routes pour se déplacer à travers le territoire. C'est la même chose pour la nature. Les processus écologiques, ils ont besoin d'espace pour avoir lieu, puis les corridors écologiques, ils permettent ça.
Et on a comme vision de connecter Oka à Mont-Tremblant, donc de relier le territoire à travers ces corridors écologiques-là pour permettre une résilience du territoire, puis à permettre à la biodiversité des Laurentides de se déplacer, mais ça inclut aussi l'humain. On peut avoir à travers ces corridors-là des sentiers, de randonnée, de raquettes, de ski de fond. Donc, c'est vraiment dans une optique de se déplacer sur le territoire. Ça, connecter Oka à Mont-Tremblant, c'est votre grand projet. C'est prévu d'ici 2040. Concrètement, comment on fait ça? Et tout le monde a un rôle à jouer dans ce grand puzzle. Les municipalités et les MRC peuvent faire ça à travers leurs outils de planification du territoire. Mais les citoyens, comme vous et moi, on a aussi notre rôle à jouer. Les gens, par exemple, qui ont des milieux naturels chez eux, peuvent nous contacter. On peut faire des aménagements. On peut mettre en place des statuts d'aires protégées en terre privée, en terre publique. Notamment, en ce moment, il y a beaucoup de projets d'aires protégées en terre publique qui sont sur la table. Ça passe aussi par l'agriculture durable, la foresterie durable, la création de parcs, nature, l'accès à la nature, l'observation de la faune et de la flore. Là. Toutes ces activités-là sont compatibles avec les corridors écologiques. Donc, comme je disais, on a tout un rôle à jouer. Il suffit de trouver la petite pièce de puzzle là, avec laquelle on veut contribuer. On s'est aussi interrogé sur les moyens là, de passer des principes à l'action. On a parlé notamment de l'importance de donner une voix à l'environnement en politique. On en revient donc là, à la fameuse volonté politique. On sent que, bon, ça tient là, du côté municipal, mais êtes-vous néanmoins inquiète des reculs là, qu'on observe dernièrement du côté provincial et fédéral? Oui, tout à fait. Comme beaucoup d'autres groupes environnementaux, là, on peut voir beaucoup de recul au niveau environnemental. Ce qui est encourageant, c'est qu'au niveau municipal, il y a beaucoup d'engagement. Puis c'est le palier qui est le plus proche là, des citoyens puis des organismes avec lesquels on travaille. À ce niveau-là, il y a beaucoup d'espoir encore, heureusement. On espère qu'en 2026, là, avec les élections qui s'en viennent, il y aura d'autres sons de cloche. D'accord. Bon, sur la question du financement, là, il y a toutes sortes de mesures qui ont été proposées, des différents modèles de partenariat. On a même parlé de philanthropie territoriale. Ça m'intrigue. Moi, qu'est-ce que c'est, ça? Les fondations communautaires ont un rôle à jouer. Les organismes de conservation, quand on crée des aires protégées, souvent il faut placer des fonds de dotation parce que quand on a mis en place l'aire protégée, maintenant il faut la gérer. Donc il faut des fonds pour gérer ces territoires-là. C'est la même chose avec les parcs régionaux. Les fondations communautaires peuvent aider les citoyens, les municipalités, les organismes de conservation à constituer des fonds dans l'optique de protéger d'une part les territoires, mais aussi de les gérer d'une façon durable. Puis c'est dans ce cadre-là là, qu'on a poursuivi la discussion. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web. Il y a une mine d'informations là-dessus pour quiconque s'intéresse à la conservation des milieux naturels. Marilyn Després-Heinz-Penner, vous êtes directrice générale de Éco-Corridor Laurentien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Le 4 décembre dernier, la Guignolée des médias comptait près de 2000 bénévoles déployés dans une centaine de points de collecte à travers la région des Laurentides. Cette journée a permis d'amasser 335 000 $ pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La Guignolée des médias s'inscrit dans la grande Guignolée de Moisson-Laurentide qui se poursuit tout au long du mois de décembre. Jusqu'à maintenant, cette grande collecte a permis d'amasser un total de 450 000 $. Mélodie Rondeau, étudiante en sciences humaines, et Brandon Gauthier, étudiant en technique d'éducation spécialisée, ont remporté la finale locale de Cégep en spectacle tenue le 5 décembre dernier à la salle Germaine-Guévremont du Cégep de Saint-Jérôme. Lors de cet événement, le duo a également remporté le prix coup de cœur du public grâce à un numéro de hip-hop. Le duo ira représenter le Cégep de Saint-Jérôme lors de la finale régionale du Centre-Ouest du Québec qui se tiendra le 14 mars à l'École nationale d'aérotechnique. La culture en cadeau, c'est ce que nous propose le Centre de création Boisbriand. On en discute avec Laurence Bourgeois. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le sapin? Écoute, plein de choses. En fait, ce qu'on trouvait, c'est que souvent, à l'approche de Noël, on cherche à surprendre nos proches, mais on ne sait pas nécessairement quoi acheter. Je trouve, on court partout. Mais des spectacles, ça peut toujours être que des belles idées à offrir. Et justement, entre janvier et avril prochain, là, au Centre de création, on a une foule de projets très différents qui s'adressent à des publics très variés là, qui peuvent être des superbes propositions. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme en 2026? Oui, donc gros début d'année, Claude, on va avoir 4 présentations en 1 mois et demi, puis c'est beaucoup pour nous parce que normalement,
on a une sortie de résidence par mois. Mais là, on en a 4 en 1 mois et demi. Donc, un début d'année très condensé pour le centre de création. On va commencer ça le 22 janvier avec Marionnette Born Killers, qui est un laboratoire qui va nous plonger dans l'univers des réseaux sociaux puis de notre dépendance aux médias, mais dans un spectacle de marionnettes pour adultes aux allures de films noirs. Ça sonne rigolo, mais inquiétant en même temps. Ah oui, mais c'est vraiment formidable, quelque chose de très particulier. Donc, il va y avoir un gigantesque castelet de marionnettes où les personnages vont prendre vie. Puis, il faut savoir que c'est une proposition qui est à 90% créée à partir de matériaux recyclés. Donc, c'est vraiment une proposition artistique super particulière. Ensuite, le 6 février, on va accueillir Improbabilité probable, qui est un laboratoire pour adultes aussi, mais qui va mélanger la danse, le théâtre et la musique. Donc, on va assister à une performance qui va mettre en scène des instruments inventés de toutes pièces par les créateurs, mais aussi des expériences de vie inusitées là, qui proviennent de citoyens laurentiens. Donc, on va être dans quelque chose, encore une fois, de super artistique. Puis, le 15 février, on va recevoir Ici et là, qui est une création pour les tout-petits, donc pour les 3 à 7 ans. On va retrouver l'histoire de 2 hamsters dont l'amitié là va être menacée, mais les jeunes vont pouvoir réfléchir à la notion du chez-soi à travers cette histoire amusante et tendre-là. Oui. Et enfin, le 27 février à 19h30, on va vous présenter Le Grand Club, qui est une co-diffusion également avec le Centre de création. Le Grand Club, c'est une pièce où le hockey et le théâtre vont s'entremêler pour un public adolescent, oui, de 13-17 ans. Puis c'est vraiment unique parce que les interprètes vont vraiment jouer en patin à glace sur une patinoire artificielle. C'est vraiment très particulier à voir à l'œuvre et la pièce va explorer là, les rapports entre les genres et la montée du masculinisme dans le sport notamment. Donc, on a vraiment des beaux spectacles en début d'année. Les comédiens sont toujours prêts à tout. Exactement. Donc, en mars, avril, maintenant, qu'est-ce qu'on a au programme? Oui, donc le 15 mars, on va recevoir Poilu, qui est cette fois-ci une œuvre chorégraphique pour le jeune public d'environ 5 à 9 ans. Puis en fait, c'est un laboratoire qui va utiliser la danse ludique pour ouvrir l'imaginaire, encourager la curiosité, puis permettre aux enfants, encore une fois, de vivre une expérience artistique assez hors du commun. Puis, on va terminer la saison de nos résidences le 24 avril avec Rock Forest Chronique des hasards faciles. En fait, on va nous amener avec ce laboratoire-là, dans une ville après la chute d'une météorite. Il va se mettre à se passer plein de choses. Puis, entre le théâtre et les installations vidéo, on va nous proposer vraiment un voyage sensoriel entre l'humour et des réflexions existentielles sur la condition humaine. Donc, somme toute, ces 6 représentations-là là, nous donnent une programmation très variée. Puis on est bien content d'avoir autant de disciplines là, à l'hiver prochain. Et pourquoi on devrait absolument choisir un spectacle du Centre de création Boisbriand à offrir en cadeau? Écoute, c'est une excellente question. En fait, selon moi, puis selon nous, de façon générale, c'est qu'un billet de spectacle, c'est une invitation à vivre quelque chose ensemble. Donc, c'est une invitation à créer des souvenirs avec nos proches, à se sortir de la routine, si je peux me permettre, au lieu de s'acheter des babioles qui vont finir par prendre la poussière sur les tablettes. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus rassembleur. Puis, avec la programmation du centre, là, comme je le mentionnais plus tôt, ben il y en a pour tous les goûts. Donc, peu importe, tout le monde y trouve son compte. Puis, en même temps, c'est une façon concrète de soutenir la culture d'ici, d'encourager la créativité locale également. Puis nous, au Centre de création, ben on invite les gens à assister au premier souffle de création. Donc, c'est vraiment pas rien. Donc, somme toute, ça serait pour ça. Donc, c'est un cadeau simple, c'est accessible, puis ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Donc, de très belles idées là, à glisser sous le sapin cet hiver. Très convaincant. Merci, Laurence, et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à toi aussi, Claude. Merci. Pour des idées de sortie durant la période des fêtes, vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil du côté de la salle de l'Hurlu à Sainte-Thérèse. On en parle avec Dorana Aguirre-Bissonnette. Bonsoir, Dorana. Bonsoir, Claude! Alors, comment ça se passe justement le temps des fêtes à l'Hurlu? Le temps des fêtes à l'Hurlu, ça grouille de partout, de tous les bords, tous les côtés. Écoute, on a une comédie musicale du temps des fêtes que je dis un indice, c'est moi qui l'ai écrite puis qui va se produire là-bas. Bon ben. Ensuite, on a un gros party du temps des fêtes qui va se produire le 1er janvier, autour du 1er janvier. Puis aussi, on a le dîner de con qui revient à l'Hurlu.
Bon, voilà. Bon, alors, on va prendre ces événements-là un par un. Veillée d'antan, ça, c'est une chose que vous connaissez beaucoup. Oui. Vous l'avez écrite, vous la mettez en scène, vous êtes le personnage principal. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Veillée d'antan? L'histoire de la Veillée d'antan, c'est deux familles assez particulières. Et au centre, il y a Germania Richer, qui a ces deux familles. Puis, c'est comme du côté de la mère, du côté du père. Chacun, c'est comme deux époques. Comme si le père, il était plus côté moderne, vraiment actuel, puis la mère, c'est vraiment tradition. Fait que là, les deux familles sont vraiment opposées. Puis elle les a invités en surprise, c'est ça l'histoire du show, à venir réveillonner chez la famille, la famille du père à venir réveillonner chez la famille de la mère. Fait que là, il y a plein de tensions. Puis on suit les étapes du temps des fêtes avec tout ça. Puis justement, ça crée, c'est très festif. On met de l'avant des rigodons, de la claquette. En tout cas, il y a de quoi se procurer un beau cadeau de Noël. Ben, c'est ça. Les images qu'on voit, en tout cas, sur les réseaux sociaux, donnent à penser que c'est un spectacle qui est très, très dynamique, très coloré aussi. Oui. La fameuse Germania, est-ce que c'est un peu une version hispanique de la germaine québécoise? Oui. C'est vraiment ça? Exactement. Exactement. Un petit peu, oui. Bon, OK. Bon, donc, veillez d'antan, les dates... C'est le 20, 21, 27 et 28 décembre. D'accord. Puis, c'est chaque jour, c'est à 2h30 et à 19h30. Donc, il y a en masse de choix pour tout le monde, ce qui est vraiment le fun. Gros party du jour de l'an. Ça va ressembler à quoi, ça? Écoute, c'est dès le 1er janvier à 19h à l'Hurlu, des jeux, du karaoké, des danses. Il va y avoir énormément d'activités à faire à l'Hurlu. Puis c'est vraiment, les propriétaires se sont dit, on veut que les gens qui sont seuls pour le temps des fêtes viennent s'amuser en gang. Donc, on invite les gens à participer à cette soirée-là. Comment c'est structuré? On improvise, j'ai envie de chanter, j'y vais. Exactement. C'est vraiment ça, oui. Oui, vraiment. Dans la salle de spectacle, dans le fond, il va y avoir un mur de jeu. Ensuite, un côté plus bar, bonbons, popcorn, puis un côté plus sur la scène, plus karaoké. Fait que c'est toujours le fun. On peut mélanger les plaisirs, puis le tout en jasant de notre temps des fêtes ou de notre année. Succès théâtral de l'été que vous reprenez cet hiver. Oh que oui, puis c'est succès théâtral. Le dîner de con. Oui, excuse-moi. Je sais où tu t'en vas, je suis tout énervée. Mais oui, le dîner de con, écoute, vraiment mise en scène par Vincent Léonard, vraiment bien réussi. C'est les enseignants de l'Hurlu qui se sont mis ensemble pour produire ça. Fait qu'il y a une qualité qui transparaît énormément. Puis c'est vraiment beau de voir ça, voir les gens qui forment à l'Hurlu mettre un peu ce qu'ils nous transmettent, ce qu'ils transmettent aux étudiants à travers le dîner de con. Et on intègre aussi un étudiant dans cette production-là. Exactement. Oui, un étudiant qui est un adulte, mais oui, c'est ça. Un très bon étudiant, en effet. Bon, dîner de con, à peu près tout le monde connaît ça. C'est tiré d'une pièce de théâtre qui a été écrite par un Français, Francis Weber, dans les années 90. Il y a eu la version cinématographique, très, très bon film. Quelle version on joue à l'Hurlu? Est-ce que c'est une adaptation québécoise? Non. C'est la française. L'adaptation française. Ouais. Donc, on va jouer des Français. Oui! Ah. C'est ça qui m'a le plus surpris quand je l'ai vu pour la première fois, mais vous ne serez pas déçus. C'est pas mal bon. Donc, dîner de con, 9, 10, 16, 17 janvier. Pour les billets, on va sur le site web de l'Hurlu. L'Hurlu.art, en effet. Merci beaucoup, Dorana. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci. Tu viendras à tous ces événements-là, hein, absolument. Oui. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. L'organisme Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache lance un circuit numérique historique pour découvrir la ville autrement. Oui, Claude et ma collègue Héloïse est allée faire le test. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. On a mis au point le circuit qui s'appelle Mon Vieux-Saint-Eustache. Donc ici, c'est le quartier du Vieux-Saint-Eustache. Donc PCVSE, sa mission, c'est de mettre en valeur le patrimoine du quartier ici. Le but, en fait, c'était de donner la parole aux aînés pour qu'ils nous parlent un peu du Saint-Eustache des années 50 à 70. Parce que, ironiquement, on a beaucoup d'informations sur Saint-Eustache des années 1800. Donc, on sait de quoi avait l'air le village en 1840 et tout ça. Mais plus on se rapproche d'aujourd'hui, moins on sait qu'est-ce qui était ici, c'était quoi les commerces et tout ça. Puis les aînés avaient toujours envie de nous raconter des anecdotes et tout. Donc, on s'est dit, on va leur donner la parole, puis ils vont nous expliquer c'était comment vivre à Saint-Eustache des années 50, 60, 70. Donc, chaque station ici représente une anecdote, un lieu important pour les Eustachois là, de ces années-là.
Donc, c'est ma collègue Valérie Sears qui a en fait réuni plusieurs personnes âgées qui voulaient raconter là, des anecdotes d'enfance, d'adolescence et tout ça. Puis on leur a demandé c'était quel lieu qui était emblématique dans leur jeunesse. Et donc, évidemment, là, ils avaient toutes sortes d'idées. On a dû réduire un petit peu la liste là, pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de stations et tout. Mais donc, c'est ça, c'est vraiment bâti par les aînés là, de A à Z. C'est leurs expériences qu'ils nous ont racontées à partir des lieux qu'eux considéraient importants dans leur vie. On va faire vraiment un voyage dans le temps, là, juste en scannant les pancartes. On va pouvoir voir des images du Saint-Eustache, la rue ici à l'époque, en apprendre un peu plus sur comment les bâtiments ont évolué, parce que malheureusement, il y a beaucoup de bâtiments qui étaient là à l'époque qui sont juste plus là ou qui ont changé complètement de vocation. Donc, c'est vraiment une façon de voyager dans le temps, là, puis pouvoir écouter des anecdotes directement de la bouche des aînés qui racontent « oui, ici, je faisais ça » ou « je faisais ci » tout ça. Donc, c'est tout simple. Là. On a juste à sortir l'application caméra sur le téléphone. Ça fonctionne sur tous les téléphones intelligents. Et scanner le code QR. Si jamais ça fonctionne pas, on a juste à écrire le lien ici là, sur le navigateur Google Chrome, peu importe. Et puis, automatiquement, ça va vous amener là, sur l'application My Smart Journey, qui est ce qui nous permet de raconter les anecdotes et montrer les photos d'époque et tout ça. C'est un bon exemple de à quel point le quartier a changé beaucoup. Donc ici, à l'époque, c'était un hôtel avec au sous-sol une discothèque, donc la discothèque Moustache en fait, mais les gens l'ont francisé. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Là, c'est devenu un très grand complexe pour personnes âgées. Donc ça, c'est un exemple. Là, dans les années 60-70, c'était un endroit pour les jeunes, pour faire la fête et tout ça. Et puis aujourd'hui, ben, c'est plutôt un endroit de repos là, pour les aînés. À l'époque, la population de Saint-Eustache était très jeune, hein, c'est les années 60-70, le baby-boom et tout ça. Il n'y avait pas tant d'endroits pour danser, s'amuser à Saint-Eustache. Il y en avait quelques-uns. Disco Moustache, c'était celui qui était le plus réputé. Donc, on nous a même appris qu'il y avait des gens qui venaient de Montréal là, pour venir faire la fête ici. Donc, apparemment que c'était assez olé-olé comme endroit. Et même souvent, il y avait des gens là, qui n'avaient pas nécessairement l'âge, mais qui réussissaient à rentrer de différentes façons. Donc, c'est vraiment associé beaucoup à l'adolescence, la jeunesse, là, pour beaucoup de résidents ici. Donc, juste ici, il y a eu le premier cinéma de l'histoire de Saint-Eustache. Donc, presque tout le monde connaît le Cinéparc, là, Cinéparc Matters. Donc, bien avant ça, là, dans les années 50, il y avait déjà un tout petit cinéma ici avec une salle, au cœur même du village de Saint-Eustache, là, ce qui était essentiellement le quartier du Vieux-Saint-Eustache. C'était vraiment Saint-Eustache à l'époque. Et puis, donc, c'est ici que les jeunes et moins jeunes venaient écouter des films. Ce qui est comique, c'est que pour les plus jeunes, ils devaient être accompagnés obligatoirement d'un chaperon qui surveillait là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bisous et tout ça là, pendant le film. Et même le projectionniste, en fait, avait pour un de ses rôles de s'assurer qu'il n'y a rien d'inapproprié pour l'époque là, qui se déroulait pendant le tournage, le visionnement. À ma droite, c'était anciennement l'hôtel Bellevue, qui a été malheureusement incendié en 1974, donc un incendie criminel. Il a été complètement rasé. Donc, par la suite, ça a été racheté. On a construit le magasin qui est Les Habits Saint-Eustache. Donc, ça fait plusieurs décennies là, que Les Habits Saint-Eustache est un magasin important dans la région. Et on a justement sur l'application des photos d'époque de la mode des années 70 pour les complets cravates et tout ça. Ça a un peu mal vieilli, mais c'est très rigolo à regarder. Sinon, il ne faut pas oublier que Saint-Eustache, c'est quand même très vieux comme endroit, là. Il y a un village depuis les années 1700, ce qui fait qu'avec le temps, il y a des changements de goût, on démolit des trucs, on reconstruit, il y a différents projets et tout ça. Donc, c'est ce qui explique que ça change vraiment à travers le temps. Ce qui serait super important, intéressant, c'est que justement, on a pris les souvenirs d'une génération, les baby-boomers qui ont été ici, qui ont vraiment façonné le village, qui ont été là quand Saint-Eustache est devenue vraiment la ville qu'elle est aujourd'hui, beaucoup plus grande qu'à leur époque. Puis là, on peut les léguer aux nouveaux arrivants qui viennent s'installer ici, aux jeunes générations de Stachois et Stachoises et tout ça. Ce qui fait qu'on n'a pas perdu cette mémoire-là là, qui autrement aurait juste disparu là, dans le temps. Voilà, Claude, donc c'est maintenant disponible. Vous pouvez aller découvrir le Vieux Saint-Eustache sous cette nouvelle angle. Merci Clara, on se revoit en janvier. Oui, bonnes vacances, Claude. Bonnes vacances. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. C'était aussi la dernière de ce bulletin d'actualité pour la saison automne 2025. Merci beaucoup de nous accompagner, de nous avoir accompagnés durant ces 42 émissions qu'on a réalisées expressément pour vous. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. On se revoit à la fin janvier.